Bonjour, je suis Dominique Grenier, chef d'unité scientifique de l'unité d'immunisation, infection nosocomiale, antibiorésistance, de la direction des risques biologiques et de la santé au travail. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à ce transfert des connaissances de l'équipe des infections nosocomiales. Aujourd'hui, le sujet présenté portera sur la vaccination. En ce qui a trait au déroulement de la présentation, voici quelques points importants. Tout d'abord, toutes les caméras et micros seront désactivés, sauf évidemment pour les panélistes. Les questions devront être posées dans le chat du webinaire et seront répondues à la fin de l'activité. La présentation sera enregistrée et sera disponible ultérieurement sur le site de l'INSPQ. Et finalement, les panélistes ont déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt. Pour ce webinaire, à noter que Josiane Anctil présentera les panélistes et Josiane Charret, désolée Josiane, présentera les panélistes et Geneviève Anctil coordonnera la période de questions à la fin. Geneviève et Josiane sont toutes deux conseillères en soins infirmiers dans l'équipe des infections nosocomiales de l'Institut depuis août 2020. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Josiane. Merci beaucoup, Dominique, pour cette présentation. Donc, on va maintenant passer à notre premier panéliste. Il s'agit de Dr. Nicolas Brousseau. Dr. Nicolas Brousseau est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Il est médecin conseil à l'INSPQ et également chercheur dans l'équipe de recherche en vaccination du Centre de recherche du CHU de Québec, professeur agrégé de clinique à la faculté de médecine de l'Université Laval. Il est actuellement membre actif du comité sur l'immunisation du Québec depuis 2016 et il préside ce comité depuis 2019. Ses principaux dossiers sont la vaccination contre la coqueluche, le tétanos, le pneumocoque, la grippe et bien entendu la COVID-19. Donc, je vais maintenant vous céder la parole, Dr. Brousseau. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Mon mandat pour la présentation est de discuter de l'efficacité des vaccins contre la COVID-19. Puis d'emblée, je voudrais vraiment remercier Dr. Chantal Sauvageau et Dr. Gaston Dessert, qui sont aussi membres du Comité sur l'immunisation du Québec, parce que je leur ai volé certaines diapos. C'est un travail d'équipe, donc je les remercie infiniment. Prochaine diapo. Donc, on a déjà mentionné là, mes affiliations au niveau des déclarations d'intérêt, juste ajouter que j'ai été sous-investigateur pour un essai clinique là, qui est maintenant terminé sur un vaccin contre le cytomégalovirus là, de la compagnie Merck. Alors, l'objectif pour les 15 prochaines minutes n'est pas très compliqué, c'est vraiment pour vous de connaître les données récentes sur l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 et de mieux les comprendre. Puis, puisqu'on est dans le domaine de la PCI, j'ai essayé de mettre l'accent sur les données dont on dispose sur les travailleurs de la santé, puis aussi avec les vaccins à ARN messager de Pfizer et de Moderna, parce que c'est surtout ceux-là qu'on utilise chez les travailleurs de la santé. Donc, d'entrée de jeu, c'est bon de se rappeler c'est quoi l'efficacité vaccinale. J'ai demandé à ma mère l'autre fois, c'est quoi l'efficacité vaccinale, qu'est-ce que ça voulait dire, efficace à 80 %. Puis là, c'était évident qu'elle n'avait rien compris. Est-ce que c'est de dire, bon, les symptômes sont 80 % moins sévères? Pas vraiment. Donc, je vais essayer de vous l'illustrer avec la diapositive suivante. Donc, dans le fond, quand on mesure l'efficacité, on va revenir, s'il vous plaît. Donc, quand on mesure l'efficacité, dans le fond, c'est au niveau populationnel. On compare deux groupes. Par exemple, dans les essais cliniques, on prend un groupe de personnes non vaccinées, d'un autre côté, un groupe de personnes vaccinées qui, idéalement, ont des caractéristiques comparables, puis on regarde à quelle fréquence ils développent la maladie. Donc, ici, à gauche, après un certain temps, vous voyez que la barre bleue indique qu'on a 10 % des gens qui ont fait la COVID-19. Par contre, dans le groupe des vaccinés, on a seulement 1 % des gens qui ont fait la COVID-19. Puis avec la petite bidule rouge, là, vous voyez que dans le fond, qu'il y a une réduction de 90 % chez les vaccinés. Donc, le vaccin est efficace à 90 %, où on pourrait dire que les vaccinés ont 10 fois moins de chances de faire la maladie que les non-vaccinés, mais il reste que certains malchanceux vaccinés vont quand même faire la COVID-19 malgré tout. Donc, j'espère que ça va vous aider à interpréter un peu mieux le tas de chiffres et de pourcentages là, que je vais vous mentionner. Prochaine diapo. Maintenant, dans le fond, quand on commence à étudier un vaccin, on commence par les essais cliniques. Donc, les premières données d'efficacité viennent de ces essais cliniques randomisés, qu'on appelle aussi des études de phase 3, qui ont été faites pour les vaccins de Pfizer et de Moderna. Puis, dans la figure de gauche, vous voyez
avec les deux barres, comment se sont accumulés les cas de COVID-19 avec le temps dans les deux groupes. Donc, vous voyez que la courbe grise augmente beaucoup plus rapidement que la courbe bleue, qui, elle, représente les vaccinés, où c'est assez plat. Ils ont pu mesurer une efficacité finalement d'environ 95 là, après 2 doses pour les essais cliniques. Mais coup de théâtre, dans le fond, dans le tableau de droite, vous voyez les données d'efficacité 14 jours après la première dose. Même après une dose, on voyait que déjà le vaccin était bien efficace. Puis on était en décembre 2020 dans un contexte de pénurie, donc il a été rapidement jugé qu'il était préférable de donner une première dose à 2 fois plus de personnes, ce qui offre quand même une très bonne protection pour doubler le nombre de personnes qu'on peut protéger. Je pense stratégie qui a quand même très bien porté ses fruits puis qui a probablement aidé à éviter une troisième vague catastrophique. Donc, très bonne efficacité après 1 et 2 doses dans les essais cliniques. Maintenant, on va passer à l'autre diapo. Donc, un coup que les vaccins sont approuvés, on passe aux études dans la vraie vie. On regarde dans les millions de Québécois qui sont vaccinés comment le vaccin fonctionne. On appelle ça des efficacités terrain ou des études de phase 4. Il faut bien comprendre que pour les vaccins contre la COVID et les autres vaccins, habituellement, l'efficacité terrain qui est mesurée est plus faible pour différentes raisons. Il y a certains biais. Donc, si on prend les 3 picots, premièrement, population différente, mais ça veut dire souvent peut-être les gens dans la vraie vie sont un peu en moins bonne santé que les gens dans les études cliniques, ce qui fait que l'efficacité mesurée est un peu moindre. Il y a aussi ce qu'on appelle différents biais dans les études terrain, c'est des devis moins robustes. Puis souvent, c'est des biais dans comment on mesure l'information. Par exemple, on peut se tromper, penser qu'une personne est vaccinée puis elle ne l'est pas. C'est des biais qu'on appelle souvent non différentiels qui font que globalement, au niveau mathématique, c'est bien montré que ça a tendance à sous-estimer l'efficacité. Puis, le troisième point réfère à la figure de droite, c'est que ça a été même mesuré au Québec, les vaccinés ont tendance à avoir un peu plus de contacts ou un coup qu'ils ont leur dose, de faire un peu plus la fête ou de se lâcher lousse. Donc, dans la figure de droite, les vaccinés semblent avoir plus de contacts quotidiens que les non-vaccinés. Donc, ça fait des groupes qui sont un peu moins comparables. Puis ça peut avoir tendance aussi à sous-estimer l'efficacité. Il y a d'autres raisons qui sont plus réelles. Par exemple, si on prend les variants, certains variants, l'efficacité du vaccin est un peu plus faible contre certains variants, donc ça peut produire un score d'efficacité qui est réellement plus faible. Donc, voici pour la théorie. Maintenant, on va regarder les pourcentages à la prochaine diapo. Qu'est-ce que ça donne une dose sur le terrain? Vous voyez le chiffre de 55 à 85 contre la maladie, c'est très variable. Ça reflète un peu comment il y a des études bien faites, moins bien faites. Les variants ne sont pas les mêmes un peu partout. Mais quand on regarde, par exemple, le tableau de droite, si on prend les études les mieux faites chez les travailleurs de la santé, par exemple, cette étude-là aux États-Unis où les travailleurs étaient testés très régulièrement, on tend plus vers des scores d'environ 80 %. Donc, bonne protection contre la maladie. Et pour éviter d'être hospitalisé, là, dans presque toutes les études, la protection est supérieure à 80 %. Là, une dose fonctionne très bien. Les bonnes nouvelles, c'est que l'efficacité est relativement conservée contre le variant britannique qui prédomine actuellement au Québec, puis aussi relativement préservée chez les personnes âgées. Il est possible que les scores d'efficacité soient un peu plus faibles chez les personnes âgées, mais on reste quand même dans les mêmes eaux. C'est quand même positif. Donc, voilà pour une dose. Et on va passer à la deuxième dose. Dans le fond, une dose, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Donc, tout augmente. L'efficacité d'environ 90 % contre la maladie. Donc, les gens sont 10 fois moins à risque, les vaccinés. On s'approche dangereusement du 100 % de protection contre les hospitalisations et les décès. Puis aussi, on s'attend à une protection beaucoup plus durable après 2 doses. Un élément intéressant auquel je m'intéresse, c'est l'effet de l'intervalle entre les doses. Parce que pour tous les vaccins, en général, quand on allonge un peu l'intervalle entre les 2 doses, on vient chercher une réponse plus robuste après la deuxième dose. Puis on a une étude qui le suggère aussi pour la COVID-19. Là, la figure à droite est peut-être pas si claire, mais j'ai mis des flèches pour essayer de nous démêler. La première flèche rouge là, tend vers la courbe bleue qui montre le pic d'anticorps quand on a un intervalle très rapproché entre les 2 doses de 3 semaines. Puis l'autre flèche tend vers la courbe rouge qui montre le pic obtenu d'anticorps après, avec un intervalle un peu plus allongé de 12 semaines entre les doses, puis le pic est plus élevé. Donc, on peut s'attendre à ce qu'avec un intervalle un peu plus allongé, on aille chercher plus d'anticorps après la deuxième dose.
Donc, aujourd'hui, le ministre venait juste d'annoncer d'ailleurs qu'on passait un intervalle de 8 semaines, là, qui est plus court, qui est une très bonne nouvelle pour donner une protection complète plus rapidement. Mais en même temps, dans le contexte où il n'y a pas énormément de COVID, ça me semble pas nécessaire de réduire l'intervalle. Un des éléments pour y aller avec 8 semaines pour le moment, mais c'est qu'on peut peut-être aller chercher une réponse un peu plus robuste là, après, en espaçant un peu les doses. Donc, il y a cette considération-là d'intervalle qui est un peu technique, là, mais je pense qu'il peut être, qui m'apparaît d'intérêt. Mais il faut bien comprendre que pour les vaccins de Pfizer et de Moderna, c'est des vaccins assez exceptionnels, qu'on ait 3, 4, 8 doses. Dans tous les cas, ça fonctionnait extrêmement bien, puis on a près de 100% de protection après 2 doses. Prochaine diapo. Là, c'est une diapositive confidentielle. Donc là, vous ne pouvez pas prendre de copie d'écran ou enregistrer là, sous peine de châtiment indescriptible. C'est des données qui vont sortir dans les prochains jours, mais ce n'est pas encore public. C'est l'efficacité chez les travailleurs de la santé au Québec en fonction du délai depuis la première dose. Donc, la courbe bleue, au départ, c'est des jours 0 à 13, montre une efficacité beaucoup plus faible dans les premières semaines parce qu'on n'a pas encore eu le temps là, de monter notre protection là, suite à la vaccination. Mais par la suite, vous voyez la courbe bleue là, qui est dans les eaux du 80 %. Donc, chez les travailleurs de la santé, après une seule dose, on a eu là, au Québec une protection d'environ 80 % contre la maladie. On ne parle pas des hospitalisations ou des décès parce que la protection est encore plus élevée là, pour éviter qu'un travailleur de la santé soit hospitalisé. Puis plus on avance, plus il y a un délai depuis la première dose, il semble y avoir une légère tendance à la baisse, mais on reste toujours pas mal dans les 70 à 80 % de protection. Donc, s'il y avait vraiment une diminution de la protection avec le temps, elle semble très lente et très graduelle. Puis d'autres analyses sont en cours. C'est juste un petit aperçu. Puis, je n'ai pas l'efficacité après 2 doses, mais comme attendu, après une deuxième dose, l'efficacité augmente. Donc, c'est très compatible avec les données d'efficacité de terrain qu'on voit ailleurs. Et merci de ne pas prendre de copie d'écran de cette diapo. Prochaine diapositive. Donc, on a vu maintenant l'efficacité, la performance du vaccin pour nous éviter de tomber malade. Il y a aussi d'autres bénéfices. Par exemple, une protection contre l'infection. Ce que ça veut dire, c'est que chez une bonne proportion des vaccinés, si vous êtes exposé au virus, vous ferez, dans le fond, vous ne ferez aucune infection, même il n'y aura aucun PCR qui va être positif chez vous. Donc, aucun moyen de le transmettre à d'autres personnes. Donc, une bonne protection aussi pour éviter toute infection. Puis, pour les malchanceux qui feraient la COVID malgré le vaccin, une bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi une diminution de la transmission. La figure du bas montre une étude anglaise où ils ont regardé chez les malchanceux vaccinés qui faisaient quand même la COVID, comment ils transmettaient ou ils SMaient ça dans leur famille. Puis la valeur de 0,5 signifie que les vaccinés transmettent 2 fois moins la maladie. Puis même après 2 doses, là, cette réduction-là est encore plus élevée. Donc, c'est d'excellentes nouvelles. Prochaine diapo. Puis, dans le fond, ce concept-là est lié à ce qu'on appelle la l'immunité de groupe. C'est qu'au-delà de notre protection personnelle, le vaccin a un impact sur la transmission. Puis, si on prend un milieu donné comme un CHSLD, les bénéfices totaux de la vaccination sont supérieurs à la somme des bénéfices individuels liés à la protection directe. Donc, on est dans les concepts d'immunité de groupe. On l'illustre avec la figure suivante où la courbe noire, c'est le nombre de cas par jour dans les CHSLD du Québec entre janvier et avril. Donc, vous voyez que la courbe était au même niveau là, que la courbe grise qui est dans l'ensemble de la population. Puis, suite à la campagne de vaccination en janvier, pouf, diminution drastique des cas dans les CHSLD. Dans la courbe noire, à la toute fin, là, à droite, il y a une petite augmentation, mais c'est comme on pourrait dire un petit blip parce que par la suite, si on continue la courbe, ça revient plus à la baisse naturellement. Donc, vraiment un impact marqué là, de la vaccination après une seule dose dans les CHSLD. Puis, on s'entend avec la deuxième dose qui a été donnée que là, ça soit encore plus, les cas soient proches vraiment de 0. Donc, si on voit, dans le fond, là, on est en train de donner une première dose à presque l'ensemble de la population. C'est juste pour vous signifier que il peut y avoir une certaine protection indirecte, c'est-à-dire que de vacciner avec une dose presque tout le monde, mais ça limite la transmission, puis ça peut avoir des bénéfices indirects, par exemple, chez les personnes âgées par la diminution de la transmission dans la population. Une petite capsule sur les variants. Comme je l'ai mentionné, l'efficacité est relativement conservée contre le variant britannique, ce qui est une bonne nouvelle, mais il y a certains variants
où là, il y a plus d'enjeux, notamment le variant indien qui émerge dans certains pays. Une étude très récente indique qu'après une dose, ce n'est pas super contre le variant indien, là, un score de 33% d'efficacité pour les vaccins ARN messagers de Pfizer et de Moderna. Par contre, après la deuxième dose, ça monte à 88%, donc on vient chercher à peu près la même efficacité que pour les autres variants, ce qui signifie que, bref, pour certains variants en émergence, probablement que la deuxième dose va être plus critique. Donc, on est un peu chanceux que ces variants-là prédominent pas encore au Québec, parce on va accélérer avec les deuxièmes doses, je pense, juste à temps pour faire face aux variants plus critiques. Prochaine diapo. Donc, tout ça était plus pour les vaccins à Pfizer et Moderna. Un petit mot sur AstraZeneca. Qu'est-ce qu'il y en est de son efficacité? Les meilleures données viennent d'Angleterre parce qu'ils ont utilisé autant les vaccins ARN messagers que l'AstraZeneca en grande quantité, puis on pu bien les comparer. Donc, si vous regardez les deux colonnes, une dose, donc après une dose, l'efficacité de ces deux vaccins-là est très semblable, très comparable. Par contre, après 2 doses, les vaccins de Pfizer semblent se démarquer dans certaines études ou dans certains groupes. L'efficacité ne semble pas atteindre une valeur aussi élevée là, après 2 doses pour le vaccin d'AstraZeneca, pour éviter toute infection. Par contre, pour prévenir la maladie sévère, on a encore peu de données, mais on s'attend à ce que le vaccin d'AstraZeneca performe très bien. C'est reconnu comme un vaccin qui est très bon pour éviter toute infection sévère. Donc voilà pour AstraZeneca. Prochaine diapo. C'est pas mal ça finalement. Si vous faisiez 4 choses en même temps, c'est l'heure d'écouter parce que c'est la dernière diapo synthèse. Donc, on va tout ramasser ça. Donc, l'efficacité des vaccins. En résumé, un vaccin, c'est mieux. Un vaccin, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Donc, la première dose a une importance critique. Ça donne une très bonne protection contre la maladie, puis une très, très bonne protection pour éviter les complications graves comme une hospitalisation ou des décès. Puis, déjà après une première dose, il y a une réduction de la contagiosité ou de la transmission, c'est-à-dire que si vous faites la maladie malgré tout, vous aurez tendance à moins le transmettre à vos proches. Et la deuxième dose est tout aussi critique, donc 2 doses, c'est mieux qu'une dose, on devient encore mieux protégé et à plus long terme, c'est un élément important. Il y a une différence qui est assez marquée au niveau de la protection contre toute infection. Une grande proportion des gens vaccinés 2 doses sont exposés au virus. Il n'y a absolument rien qui se passe, aucune infection asymptomatique, pas de PCR positif qui se développe. Puis, on peut penser que dans les prochains mois, la deuxième dose va devenir plus critique en lien avec l'émergence de certains variants, comme le variant indien, où la protection après une dose là, est plus faible comparativement à d'autres variants. Donc, j'espère que cette présentation vous a donné un bon topo là, de ce que ça donne une dose puis 2 doses. Merci beaucoup, Dr. Brousseau, pour ces propos éclairants sur l'efficacité vaccinale. Avec le nombre de données qu'on reçoit, des fois, on a besoin de faire un peu de ménage, fait que c'est très, très aidant. Donc, on va passer maintenant à notre deuxième panéliste. Il s'agit de Mme Marie-Lou Kiley. Elle est conseillère scientifique spécialisée à l'INSPQ. Elle est conseillère clinicienne avec une formation en santé publique et en épidémiologie. Travaille dans le domaine de l'immunisation des maladies infectieuses, plus particulièrement dans l'évaluation des couvertures vaccinales et de la sécurité des vaccins. Puis elle est également professeure associée à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec de l'Université Laval. Donc, je vous cède la parole. Bonjour, je suis désolée, j'avais changé le fond d'écran, mais finalement, je suis revenue avec mon sous-sol, donc désolée pour la vue. Je vais partager l'écran. Vous me direz si ça va. Est-ce que ça va? Oui, Marie-Lou, ça va. OK, parfait. Je vais mettre en plein écran. Là, ici, il faudrait que je baisse. Parfait. Donc, c'est bon. Donc, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. En fait, c'était pour vous présenter un petit peu le portrait là, de ce qui est fait au Québec en termes de surveillance là, des effets secondaires à la suite de la vaccination. Puis, en fait, juste en premier lieu, vous présenter un peu les membres de l'équipe. En fait, il y a un groupe là, au niveau provincial qui est le groupe Central Esprit qui, dans le fond, travaille au niveau des orientations pour ce qui est de la sécurité des vaccins. Donc, les membres du groupe Central Esprit sont listés ici.
Puis également, il y a 2 volets de la surveillance, en fait 3 volets de la surveillance, mais en tout cas, dans la surveillance passive et active, là, il y a aussi Lauriane Morin et Towiba là, qui font les analyses. Je n'avais aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc, au niveau de l'objectif de la présentation, comme je le disais, c'est vraiment de connaître le fonctionnement du système de déclaration des manifestations cliniques inhabituelles au Québec, puis aussi quelques données là, qui ont été recueillies jusqu'à maintenant. Donc, au niveau du plan de vigie de surveillance, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID au Québec, il y a un mandat qui a été confié là, par le ministère de la Santé à l'Institut national de santé publique. Puis, ça comprend là, différents volets. Il y a la surveillance active qui est en place là, depuis janvier 2021. Puis, il y a la surveillance passive qui est un programme qui est déjà en place au Québec depuis 1990 pour la surveillance de tous les effets secondaires. C'est vraiment les directions de santé publique qui reçoivent les déclarations, puis c'est saisi dans un système centralisé. Puis il y a également aussi toute l'analyse des signaux qu'on perçoit justement en surveillance passive, qui est un système très sensible, mais qui ne permet pas nécessairement de confirmer qu'il y a un lien avec la vaccination. C'est vraiment un système pour détecter des signaux, justement, puis après ça, il faut faire des analyses plus poussées pour voir si vraiment on a un excès par rapport à ce qui est attendu dans la population. Donc, au niveau de la surveillance active, c'est un projet qui est fait, là, c'est similaire au projet qui est fait à chaque année pour la vaccination contre l'influenza, le projet Canvas. C'est en fait Gaston Dessert là, qui est responsable de ce projet-là. Dans le cadre de la vaccination là, contre la COVID, les gens reçoivent une invitation par courriel, puis les informations, dans le fond, sont disponibles lors de la prise de rendez-vous avec Clic Santé. Puis les gens reçoivent un questionnaire en ligne pour voir qu'est-ce qui est survenu au niveau des problèmes de santé dans les 7 jours suivant la vaccination. Puis c'est sûr que ce qui est d'intérêt particulièrement, c'est vraiment de voir les problématiques qui auraient nécessité une consultation médicale ou qui empêchent les activités de la vie quotidienne. Donc, les gens sont appelés là, quand ils ont des problèmes qui ont nécessité une consultation ou qui ont eu un impact là, dans leurs activités. Ce qui est prévu aussi, c'est de faire une surveillance de 6 mois après la vaccination. Au départ, il y avait 2 régions du Québec qui participaient. Maintenant, c'est l'ensemble des régions aussi qui sont incluses dans l'étude. Puis, au 26 mai, il y avait plus de 260 000 participants là, qui étaient dans l'étude. Donc, au niveau de la surveillance passive, comme je le mentionnais, c'est vraiment les déclarations par les directions de santé publique. Il y a des équipes qui sont, dans le fond, formés pour travailler au niveau des manifestations cliniques inhabituelles qu'ils reçoivent. Ils peuvent recevoir de vaccinateurs, ils peuvent recevoir d'info-santé aussi, des signalements. Il y a une évaluation qui est faite par l'équipe. Quand ils conviennent que cette MCI-là doit être retenue, ils le signalent là, dans le registre de vaccination. En fait, il y a le registre de vaccination, puis il y a un volet de toute MCI aussi dans le registre de vaccination. Puis c'est sûr qu'il y a certaines maladies MCI aussi graves qui sont transmises par courriel. Directement au ministère, au groupe Central Esprit, si par exemple, il y a un enjeu médiatique qui est potentiel ou par exemple, les cas là, de thrombose avec thrombocytopénie, on va en reparler tout à l'heure, mais ça peut être déclaré aussi par courriel rapidement. Ce qui est fait au niveau des activités de l'équipe, c'est qu'on regarde quand même les déclarations là, au moins 3 fois par semaine, puis même les manifestations qui sont transmises par courriel, on les évalue aussi. Puis il y a une attention particulière à tout ce qui est manifestations graves. En fait, c'est celles qui ont nécessité une hospitalisation, qui ont menacé la vie, par exemple un choc anaphylactique ou que ça a amené des séquelles ou un décès. C'est sûr que pour ce qui est des décès, souvent, ils peuvent être signalés comme un décès qui est survenu temporellement après la vaccination, mais quand il y a une cause qui est clairement attribuable au décès, à ce moment-là, ils ne sont pas retenus. Fait qu'on peut avoir un signalement de décès, puis après l'évaluation qui est faite par l'équipe, si on a plus de détails sur les causes de décès, il va être retiré là, du système. Fait que c'est vraiment des données qui bougent à tous les jours. Parce qu'on peut avoir des changements là, dans la banque de données. Ce qu'on veut, c'est être plus réactif. Donc, les directions de santé publique vont saisir l'information rapidement, même si l'enquête n'est pas complétée. Mais une fois que c'est validé, tout ça, il y a des changements qui sont faits dans le système. Ce qui est fait aussi, c'est qu'on présente au moins 2 fois par semaine les résultats au groupe Central Esprit. Dans le fond, les principales déclarations qu'on a eues, s'il y a eu des augmentations dans certaines problématiques. Puis c'est présenté aussi, dans le fond, dans chacune des directions de santé publique, il y a des responsables au niveau des manifestations cliniques inhabituelles. Donc, il y a des présentations qui sont faites là aussi. Puis, habituellement, il y a une discussion aussi sur toutes les manifestations cliniques là, au Comité sur l'immunisation du Québec au moins 1 fois par semaine.
Puis, les données sont maintenant disponibles aussi sur le site de l'INSPQ, puis on diffuse vraiment un portrait des déclarations assez détaillées dans un bilan de couverture vaccinale qui est transmis au réseau là, à chaque vendredi. Ce qui est fait aussi comme activité, bien, au départ, on avait plusieurs anaphylaxies qui étaient déclarées. Ça avait été aussi observé ailleurs. Donc, on a mis en place un petit groupe qui évalue chacune des déclarations d'anaphylaxie pour être certaine que ça correspond bien à la définition d'une anaphylaxie. Il y a une définition standardisée qu'on utilise pour classer chacun des cas. Puis c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de personnel d'ajouter aussi dans les directions de santé publique, des gens qui étaient peut-être moins habitués. Donc, il y a certaines MCI qui finalement, certaines anaphylaxies qui finalement, après évaluation, là, sont plus considérées comme des anaphylaxies. Puis on regarde aussi attentivement justement si les personnes ont des antécédents d'allergie au niveau de l'évolution, puis s'ils ont eu du traitement aussi. Puis on regarde vraiment chacune des déclarations de façon individuelle. Aussi, il y a eu beaucoup de descriptions des cas qui ont été déclarés dans la banque. On avait regardé, je vais en parler tout à l'heure, mais au départ, on avait vraiment une augmentation des réactions locales avec le vaccin de Moderna. Également, les paralysies de Bell qu'on surveille plus spécifiquement parce que ça avait été observé dans les essais cliniques. Les syndromes de Guillain-Barré, je vais en parler aussi tout à l'heure en lien avec tout le signal avec le vaccin AstraZeneca. Puis, on a aussi plusieurs signalements d'anesthésie, paresthésie à la suite de la vaccination. C'est sûr qu'on veut faire aussi différents portraits sur tout ce qui est réactions allergiques, toutes les réactions locales, les décrire aussi, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail là, de prévu pour décrire les cas qui sont déclarés. Au niveau de la surveillance active, ici, c'est un portrait là, qui a été fait par Lauriane Morin et Gaston Dessert. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il y avait plus de 260 000 personnes qui avaient participé à l'étude au Québec jusqu'à maintenant. C'est dans différentes régions, mais il y a principalement la région de la Capitale-Nationale, l'Estrie, Montréal et la Montérégie. Plus que la moitié sont des femmes, là, ce qui correspond aussi à la vaccination là, qui est plus importante chez les femmes. Sinon, au niveau des principaux constats, on voit que les réactions locales au site d'injection sont les problèmes les plus fréquemment rapportés. Puis ça diminue avec l'âge, ce n'est pas surprenant, c'est ce qu'on s'attendait. Puis aussi, au niveau des autres problèmes, les maladies généraux, fièvre, problèmes gastro-intestinaux, ça arrive dans moins de 3 % des gens qui ont reçu le vaccin contre la COVID. Ce qui était attendu aussi, c'est que les personnes qui ont déjà fait la COVID avant leur vaccination rapportent plus là, de réactions au site d'injection puis aussi de malaise de réactions systémiques. Ça avait été évalué là, par le Comité sur l'immunisation du Québec, puis aussi avec ce qui avait été observé ailleurs, et c'est pourquoi il y a eu la recommandation là, de le vacciner qu'avec une dose là, pour ceux qui avaient des antécédents de COVID. Puis aussi, ce qui est observé en surveillance active, c'est que les personnes qui étaient vaccinées avec le vaccin d'AstraZeneca rapportaient aussi plus de fièvre, de malaises généraux et de problèmes gastro-intestinaux et respiratoires. Puis, ce qui était attendu aussi au niveau du Moderna, je vais en parler tout à l'heure, on le voit aussi en surveillance passive, qu'il y a plus de réactions au site d'injection avec le vaccin de Moderna. Ici, rapidement, c'est les résultats qui sont présentés là, dans le cadre de la surveillance passive. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'il y avait un bilan qui était fait là, dans le bilan des activités de couverture vaccinale. C'est ce tableau-là qu'on présente là, à chaque vendredi, où on présente vraiment les nombres de déclarations avec les taux par vaccin. Puis ici, je vous parlais tout à l'heure au niveau des paralysies de Bell, on surveille spécifiquement le syndrome de Guillain-Barré aussi. Comme on le voit ici au niveau du vaccin avec Moderna, là, au niveau des réactions locales, là, le taux est beaucoup plus élevé que pour les autres vaccins. Au niveau des anaphylaxies, comme je vous le mentionnais, si on en reçoit plusieurs déclarations, le taux est à 2 là, pour 100 000, ce qui est quand même plus élevé que ce qu'on s'attend, qui est environ à 1 sur 100 000 doses administrées. Puis aux États-Unis aussi, au début, il y avait une augmentation, puis finalement, il était plus autour là, de 0,5 pour 100 000 doses administrées là, dans la dernière publication aux États-Unis. Puis on a aussi des cas là, que je vais vous parler un petit peu plus tard, les cas de thrombose avec thrombocytopénie induite par la vaccination. Pour l'instant, au Québec, on a 9 cas confirmés, dont 8 à la suite du vaccin d'AstraZeneca, puis 1 à la suite du vaccin de Covishield. On présente aussi toujours le taux là, de manifestations cliniques graves avec la définition que je vous ai présentée tout à l'heure. Ce taux-là n'est pas supérieur là, à ce qui est observé au Canada là, actuellement.
Comme je le mentionnais ici, les données sont disponibles sur le site de l'INSPQ, mais plus agrégées, vraiment les grandes catégories, les détails ne sont pas présentés. Au niveau des analyses de signal, il y a beaucoup de travail à faire, plusieurs signaux qui ont été investigués, qui sont en cours d'investigation. D'abord, les anaphylaxies que je vous parlais quand au début, on a vu qu'on avait quand même plusieurs déclarations. Bien, on a regardé aussi ce qui était fait ailleurs, le petit groupe de travail qui a été mis en place pour évaluer chacun des cas individuellement. Les réactions locales tardives à la suite du vaccin Moderna, les thromboses avec thrombocytopénie, les paralysies de Bell. Il y a aussi présentement plusieurs... un signal par rapport au myocardite, péricardite à la suite du vaccin de Pfizer. Il y a aussi des déclarations de zona qu'il faut aller toujours comparer justement avec l'incidence de base dans la population. Qu'est-ce qu'on s'attend comme taux dans la population chez les non-vaccinés? Puis ce qui est intéressant dans le contexte de la vaccination COVID, c'est que le registre de vaccination est devenu un registre populationnel. Donc, l'ensemble de la population est maintenant au registre, ce qui permet vraiment d'avoir des vaccinés, des non-vaccinés, pouvoir comparer parce qu'on a jumelé justement le registre avec les autres banques de données administratives, les banques des urgences, les banques d'hospitalisation. Donc, on peut vraiment avoir deux groupes, les vaccinés et les non-vaccinés, pour comparer et voir si on a un excès par rapport à certaines problématiques. Fait que ça, ces analyses-là sont toutes en cours. Rapidement, au niveau des réactions locales tardives, juste un petit topo qui avait été fait là, il y a quand même quelques mois, mais qu'on va remettre à jour là, éventuellement. Au départ, on avait beaucoup de déclarations de réactions locales avec le vaccin Moderna, mais qui arrivaient vraiment plus tard après la vaccination. On s'attend à avoir des réactions locales dans les 24-48 heures après la vaccination. Puis là, on avait des réactions de 7-8 jours après le vaccin. Donc, on a analysé ça un peu plus en détail. Puis comparé là, entre le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer, parce qu'on avait juste ces deux vaccins-là à ce moment-là. Ce qu'on voyait, c'est que ce n'était pas des réactions qui étaient graves. C'était des réactions, oui, qui survenaient plus tardivement après la vaccination, mais pour la plupart, il n'y avait pas d'impact sur les activités de la vie quotidienne. On voyait qu'il y avait quand même une proportion non négligeable qui avait consulté un médecin. C'est vraiment aussi au niveau du délai médian d'apparition des symptômes où là, il y avait clairement une différence entre les deux vaccins, qui était de 8 jours pour le vaccin Moderna, alors qu'il était de 1,4 pour le vaccin de Pfizer. Puis on le voit clairement ici là, dans le graphique, là, que ici, c'est le délai là, en jours depuis la vaccination, la fréquence ici des réactions locales. Donc, on le voyait avec le vaccin Moderna, c'était vraiment autour du 7e, 8e jour que les réactions survenaient. Alors que pour le vaccin de Pfizer, c'était plus au début, là, après la vaccination. C'est ce qu'on s'attendait habituellement. Donc, au niveau du signal avec le vaccin d'AstraZeneca, je vais passer assez rapidement. Il y a aussi dans la vie du cycle là, qui est disponible sur le site de l'INSPQ où tous les faits saillants sont également détaillés. Mais rapidement, vers le 11 et le 13 mars, là, il y a eu une suspension de vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays d'Europe. À la suite de phénomènes, de signalement de phénomènes thromboemboliques qui étaient survenus chez des personnes vaccinées. Il y avait quand même un haut taux de létalité. C'était des personnes il y avait des travailleurs de la santé, des personnes plus jeunes aussi. Donc, ça l'a amené à la suspension là, dans plusieurs pays d'Europe. Puis rapidement, il y a eu un communiqué de l'EMA qui confirmait les bénéfices de la vaccination, mais qui n'avait pas d'évidence aussi que c'était lié à un lot spécifique de vaccins ou à un site de production du vaccin, mais ce qu'il voyait, c'est qu'il y avait vraiment des rares cas de thrombose avec thrombocytopénie. Puis, il avait mentionné à ce moment-là qu'un lien causal avec le vaccin pouvait être possible. Après ça, il y a eu plusieurs publications par Santé Canada qui réitéraient que les bénéfices de la vaccination surpassaient les risques. Ils ont par contre ajouté l'information concernant la survenue de ces rares cas-là dans la monographie du produit. Puis il y a eu aussi le 24 mars là, en Allemagne où là, ils rapportaient un taux d'environ 1 sur 100 000, puis ils ont nommé là, la pathologie VPIT. Puis il y avait aussi plus de détails que c'était un phénomène auto-immun qui menait à une réduction des plaquettes. Puis il y a eu un test diagnostique qui a été rapidement disponible, puis aussi un traitement qui a été proposé. Puis le 30 mars, il y a eu une directive là, ministérielle au Québec pour vraiment guider les cliniciens qui pouvaient recevoir des patients là, à l'urgence qui avaient les symptômes compatibles, quoi faire au niveau des traitements et tout ça. Sinon,
rapidement ici, là, le 27 mai, au Royaume-Uni, il parlait d'une incidence de 1,3 cas pour 100 000 doses avec une létalité de 17 %. Puis il y a peu de cas là, après la deuxième dose, environ 1 cas pour 600 000 doses. Puis l'incidence reste plus élevée là, chez les plus jeunes, puis demeure plus élevée chez les femmes. Ce qui a été fait au Québec en lien avec ce signal-là, bien, il y a eu plusieurs, dans le fond, il y a eu un suivi vraiment des publications de très près, puis des discussions aussi. Le vaccin, le Covishield, est administré au Québec depuis le 11 mars, puis AstraZeneca le 8 avril. Puis rapidement, on avait regardé, nous, quand on a eu le signal, si on avait eu des cas déclarés, puis au départ, on n'en avait pas. C'est sûr qu'il y a eu aussi des consignes plus précises aux répondants inscrits par rapport aux déclarations de ces cas-là. Par la suite, bien, il y a eu les recommandations du SIC pour suspendre temporairement l'utilisation chez les moins de 55 ans, premièrement au 29 mars. Puis au 19 avril, là, ça a été descendu là, à 45 ans, là, compte tenu qu'on était là, dans un début de troisième vague, puis qu'il y avait un nombre élevé d'adultes là, qui étaient admis aux soins intensifs, là, secondairement à la COVID. À ce moment-là, c'était le contexte là, au Québec, le 19 avril. Puis le 7 mai, bien, le SIC recommandait de ne plus offrir là, systématiquement le vaccin AstraZeneca pour la première dose. C'est sûr que compte tenu qu'il y a eu plus de disponibilité là, des vaccins à ARN messager, la situation aussi épidémiologique qui s'était stabilisée, là, ça a influencé les recommandations. Puis la surveillance là, de ces cas-là se poursuit de façon étroite. Sinon, je vais passer assez rapidement. Au niveau des paralysies de Bell, bien, ça avait été observé dans les essais cliniques qui avaient conclu qu'aux États-Unis, ce n'était pas plus élevé que la fréquence attendue. Au UK aussi, au 5 mai, ce n'était pas plus élevé là, que l'incidence attendue par rapport aux cas qui étaient observés là, dans ces endroits-là. Nous, au Québec, au 10 mai, on avait eu 20 déclarations là, de cas de paralysie de Bell. La moitié était chez les femmes. Au niveau de l'âge médian, c'était 68 ans. On voit que toutes les personnes qui ont eu une paralysie de Bell avaient consulté un médecin. Il n'y a eu aucune hospitalisation. Puis pour l'instant, bien, c'est sûr que les enquêtes sont en cours. Donc, il y en avait un seul qu'on avait une mention de rétablissement complet au dossier, puis les autres n'étaient pas encore rétablis au moment de l'enquête. C'était tous les cas là, à la suite de la première dose. Puis, il n'y avait pas vraiment là, de différence là, entre les vaccins. Puis, c'est certain, comme je le mentionnais tout à l'heure, bien là, l'analyse est en cours pour vraiment les comparer. Est-ce qu'on a un excès là, par rapport à ce qui est attendu dans la population? Mais c'est un des signaux là, qui est surveillé présentement. Bien, en terminant, au niveau des myocardites, péricardites, il y a eu en avril l'enquête en cours en Israël pour des cas de myocardite qui étaient survenus principalement chez des jeunes hommes de moins de 30 ans qui avaient reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer. Il parlait d'environ 60 cas. Puis il y a eu aussi une revue des cas par l'OMS, puis une publication le 26 mai où il mentionnait là, que la plupart des cas s'étaient bien rétablis. Puis il citait justement un avis de la CIP aux États-Unis du 17 mai où vraiment les adolescents et les jeunes adultes semblaient plus touchés, plus souvent les hommes que les femmes, puis plus souvent après la deuxième dose de vaccin. Puis que les cas aussi semblaient survenir dans les 4 jours suivant la vaccination. Ce qu'il mentionnait aussi, c'est que des études là, plus robustes étaient nécessaires pour vraiment aller voir s'il y a un lien avec la vaccination. Puis le 27 mai, il y a eu sur le site des CDC, ils ont quand même publié quelques informations par rapport aux cas qui ont été observés là, aux États-Unis. Puis ils continuaient de recommander la vaccination pour tous ceux âgés de 12 ans, sauf si avis contraire d'un médecin. Ils ont fourni quelques informations là, sur les symptômes à surveiller, les recommandations là, pour les cliniciens, puis l'importance de déclarer les cas. Puis avant-hier, il y a eu la publication dans un article de l'investigation qui a été faite en Israël. Puis il parlait au global là, de 110 cas sur 5 millions de personnes vaccinées 2 doses, ce qui n'était pas plus élevé à l'incidence de base. Mais quand il regardait vraiment chez les jeunes hommes, il voyait que l'incidence était 5 à 25 fois plus élevée que le taux de base. Donc, environ 1 cas sur 3 000 à 1 sur 6 000 doses administrées là, chez les 16-24 ans. Ici, au Québec, l'investigation est en cours là, pour voir, on a regardé là, dans nos cas qui ont été déclarés, mais comme je vous le mentionnais, il faut vraiment comparer avec l'incidence attendue là, en l'absence de vaccination. Merci, je pense que j'ai dépassé un peu, je suis désolée. Oui, mais merci, Mme Kelly. Kylie, je suis désolée encore pour le nom.
on va dire Kylie. Donc, dans le fond, on va maintenant passer à notre dernier panéliste. Puis merci aussi pour la super belle présentation qui était très claire sur les MCI. Donc, on va passer à notre dernière panéliste qui est Dr. Josée Mascotte. Donc, Dr. Josée Mascotte est diplômée de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en 1986. Avec une expérience clinique de 15 ans comme médecin de famille en cabinet privé auprès de la clientèle hospitalisée en CHSLD et en CLSC. Elle a 20 ans d'expérience comme médecin conseil au sein du secteur maladies infectieuses et gestion des menaces à la Direction générale de santé publique de la Montérégie, dont son dossier principal était les infections nosocomiales. Puis elle s'est jointe à temps partiel à l'équipe immunisation infection nosocomiale de la Direction des risques biologiques de la santé au travail de l'INSPQ depuis quelques années. Donc, je vous cède la parole, Dr. Mascotte. Bien, bonjour tout le monde. Je vais faire mon partage d'écran. J'espère que ça va bien aller. Ça n'a pas l'air à fonctionner. Je recommence. OK, là, ça va y aller. Est-ce que vous voyez mon écran? Ah, excusez. Bon, j'avais oublié une petite étape. Là, ça va. On part ça. Excusez, là, la technologie. C'est bon. OK. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous entretenir brièvement sur l'influence de la vaccination sur la prise en charge en milieu de soins. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment la vaccination va influencer la prise en charge de nos travailleurs de la santé et des usagers dans nos milieux de soins. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Petite mise en contexte. Donc, comme vous le savez, décembre 2020 et janvier 2021, on a débuté la vaccination des travailleurs de la santé et des résidents des CHSLD, l'administration de la première dose. Quand même, par la suite, là, on avait le 5 avait quand même sorti certaines recommandations dès la mi-avril, justement, pour savoir comment gérer nos travailleurs de la santé qui avaient été exposés afin de tenir compte de ceux qui avaient reçu une première dose de vaccin. Fait que ces deux documents-là là, qui avaient été publiés déjà assez rapidement en mars, qui ont été mis à jour à la mi-avril. Et maintenant, début mai, il y a eu justement début de la vaccination de la deuxième dose pour nos travailleurs de la santé de la phase 1, mais aussi des résidents de CHSLD, si bien qu'on a mis à jour aussi là, nos recommandations pour prendre en considération que maintenant, on va avoir des travailleurs de la santé, mais aussi des usagers qui vont avoir été adéquatement vaccinés ou qui vont avoir reçu leurs 2 doses de vaccin. Et je vous annonce en primeur, justement, les recommandations ont été séparées dans 2 documents. Ça a été fusionné dans un seul pour que ce soit plus facile d'utilisation. Et celui-ci là devrait être diffusé probablement, on l'espère, la semaine prochaine au réseau. Puis, ça combine les 2 documents. Donc, vous allez avoir toute l'information pour savoir comment gérer vos travailleurs de la santé exposés, que ce soit dans des milieux de soins ou dans la communauté. Si on regarde très rapidement là, le suivi des couvertures vaccinales, donc c'est inspiré là, un bilan qui est produit là, quotidiennement par l'INSPQ. Donc, selon les données du 1er juin, on voit qu'il y a quand même 84 de nos travailleurs de la santé du réseau qui ont reçu une première dose de vaccin. Et on a quand même, on se rapproche de la moitié. Il y en a 43 qui sont adéquatement vaccinés, c'est-à-dire qui ont reçu leurs 2 doses. Et comme vous pouvez le constater, nos résidents de CHSLD, bien, 95 ont eu une première dose, mais il y a quand même 82 qui sont adéquatement vaccinés. Les RPA, ça se ressemble aussi à 81 Et comme vous le voyez, bien, au niveau de la population, il y a quand même 61 de la population, ça c'est vraiment
de 0 à 99 ans et plus, là, mais qui a reçu une première dose. Et quand on regarde pour les 12 ans et plus, parce que pour l'instant, c'est les 12 ans et plus là, qui peuvent recevoir le vaccin, c'est 70 %. Puis, bien, avec les annonces qui ont été faites aujourd'hui par le ministre de la Santé, comme vous le savez, bien, ils veulent là, justement que la population puisse aller se faire vacciner là, pour avoir leur deuxième dose. Donc, les recommandations actuelles sont basées sur les constats suivants. Pour l'instant, bon, on sait qu'il y a des mesures de déconfinement là, qui sont en place au niveau de la population générale, mais pour l'instant, dans nos milieux de soins, on maintient les mesures de mitigation parce que considérant justement que la population générale a eu seulement une première dose de vaccin. Et bien entendu, on prend en considération les données d'efficacité vaccinale, une dose versus 2 doses qui ont déjà été présentées par mon collègue Dr Brousseau. Donc, les travailleurs de la santé doivent continuer de respecter toutes les mesures de PCI, peu importe le statut vaccinal. Puis, bien, au fur et à mesure, on va voir au cours des prochains mois, puis surtout à l'automne, une fois qu'on aura on va espérer qu'on aura atteint la cible de temps souhaité que l'ensemble de la population ait été vaccinée 2 doses. Bien là, peut-être qu'il y aura des changements, mais pour l'instant, c'est statu quo. Et bien entendu, on prend en considération aussi que nos usagers, bien, il est encore recommandé que ceux-ci portent le masque lorsqu'ils fréquentent un milieu de soins, que ce soit en ambulatoire ou s'ils sont hospitalisés. Vous allez voir dans nouveaux documents, dans nos derniers documents, on parlait de travailleurs de la santé vaccinés et considérés protégés. On parlait aussi de travailleurs de la santé rétablis avec une infection récente ou de travailleurs de la santé qui étaient non protégés. Bien, il y a eu quand même des travaux d'harmonisation de fait avec nos collègues des autres cellules de l'Institut, là, des groupes, nos collègues qui s'occupent de la gestion, qui émettent des recommandations pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté, la cellule immunisation et aussi les équipes de santé au travail. Et maintenant, dans nos documents, là, puis ça va être la même chose pour les documents qui sont produits par ces cellules-là, on va parler de travailleurs de la santé ou usager qui est considéré protégé, partiellement protégé ou non protégé. Donc, rapidement, petite mise en situation. Alors, on est en présence d'un travailleur de la santé qui est protégé, c'est-à-dire qu'il a reçu ses 2 doses de vaccin et sa deuxième dose date de plus de 7 jours. Il y a eu une exposition dans la communauté à un cas de COVID. Ils ont fait un souper entre amis, puis dans les jours suivants, bien, il apprend qu'une de ces personnes-là, finalement, a la COVID. Donc, comment on va, comme je vous dis, ce travailleur de la santé vacciner 2 doses. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est un travailleur de la santé, comme je vous dis, qui a eu une exposition dans la communauté. Pour l'instant, il n'y a pas de symptômes, donc il y a une exposition à risque, mais sans symptômes. Donc, il n'est pas retiré du travail. Par contre, c'est important de respecter les mesures de PCI dans le milieu de soins et de faire une autosurveillance des symptômes. Ce même travailleur-là, bien, malheureusement, il développe des symptômes qui pourraient être compatibles avec la COVID. Il se met à faire de la fièvre à un moment donné ou il a un peu mal à la gorge. À ce moment-là, bien, il devient un travailleur de la santé avec des symptômes. Fait à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, bien, il faut qu'il y ait un dépistage par TAN le plus tôt possible. Il sera retiré du travail à ce moment-là et en isolement préventif à la maison en attendant les résultats de son test de dépistage. Le test est négatif, il y a une amélioration des symptômes. À ce moment-là, il peut revenir au travail et il va porter le masque pour la durée des symptômes. Mais si jamais les symptômes ne s'améliorent pas, bien, à ce moment-là, même s'il y a eu un premier test négatif, bien, il est recommandé de répéter le TAN 24 heures post-dernier test et de poursuivre l'isolement à la maison en attendant les résultats. Une autre petite mise en situation.
Alors, cette fois-ci, on est en présence soit d'un travailleur de la santé qui est vacciné une dose depuis plus de 14 jours, mais il n'a pas encore eu son rendez-vous pour recevoir sa deuxième dose, ou on peut prendre une autre situation, ça peut être un travailleur de la santé qui a déjà fait la COVID et il n'avait pas cru bon peut-être d'aller se faire vacciner, considérant qu'il avait fait la COVID, mais son épisode de COVID date de plus de 6 mois. Mais de moins de 12 mois, puis il est non vacciné. La même chose, ce travailleur de la santé-là a eu, dans le fond, un contact domiciliaire. Et à ce moment-là, ben, comment on le gère? Donc, on ne le retire pas du travail, on fait l'autosurveillance des symptômes, l'auto-isolement strict et il est recommandé quand même de le dépister, parce qu'on a vu, comme le Dr Brousseau l'a présenté, l'efficacité vaccinale, une dose, c'est selon les études, c'est aux alentours de 80 %. Fait qu'on dit tout d'un coup qu'il est dans le 20 % puis qu'il va développer la maladie. C'est pour ça qu'on va les dépister au jour 3 ou 5 et on les redépiste une deuxième fois, soit au jour 8 ou 9 après la dernière exposition. Mais cette travailleur de la santé-là, les recommandations de gestion des cas et contacts, les recommandations de la santé publique vont être quand même de lui demander de s'isoler à la maison de façon préventive. Donc, nous, pour les travailleurs de la santé, on permet qu'ils se présentent au travail parce que, comme je vous l'ai dit au début, on tient compte des mesures de mitigation qui sont quand même en place dans nos milieux de soins. Mais c'est sûr qu'il doit, à ce moment-là, après son corps de travail, là, être en isolement préventif à la maison. Un petit élément important qui n'apparaît pas dans la diapo, mais qui apparaît quand même dans notre document, là. Bien entendu, si le travailleur de la santé, on applique ces recommandations-là à condition, si le travailleur de la santé habite avec le cas de COVID, bien, c'est bien entendu à condition que le travailleur de la santé puisse limiter les contacts là, avec ce cas-là. Si c'est impossible, exemple, si c'est un jeune enfant qui a la COVID, le travailleur de la santé, c'est le parent, mais là, à ce moment-là, ces recommandations-là, là, de dire est-ce qu'on le retire du travail ou pas, bien, ça pourrait être modulé là, à ce moment-là selon une gestion de risque là, qui sera faite. Dernière situation, puis comme je vous dis, là, vous allez voir dans la nouvelle mise à jour du document, on y va vraiment situation par situation, puis dans un même tableau, vous retrouvez justement les recommandations pour un travailleur de la santé protégé versus partiellement ou non protégé. Alors, dernier exemple, ça pourrait être quelqu'un qui a fait la COVID depuis plus de 12 mois puis qui est non vacciné ou encore un travailleur de la santé immunosupprimé, vacciné ou non, puis qui était en réaffectation, puis qu'à ce moment-là, il y a eu une exposition, que ce soit en milieu de soins, là. Bien, ces personnes-là, ceux qu'on considère comme non protégés, bien là, à ce moment-là, on les retire du travail pour 10 jours. Ils doivent faire l'autosurveillance des symptômes, isolement préventif à la maison, mais quand même pour une durée de 14 jours. Et ces personnes-là devront être dépistées 2 fois pendant la période de 14 jours, c'est-à-dire au jour 3 ou 5 ou au jour 9. Puis bien entendu, bien, quand ils développent des symptômes, à ce moment-là, on doit répéter le dépistage. Fait que, tu sais, c'est exemple, ils ont des symptômes au jour 2, on fait un premier test, tout ça, puis si ça revient négatif, bien, ils sont toujours retirés du travail, mais il faut quand même répéter le test là, selon ce qui est prévu au jour 3 ou 5. Les prochaines étapes, parce que comme vous avez pu le constater, je vous ai parlé surtout des travailleurs de la santé. On n'a pas abordé beaucoup comment on va gérer nos usagers, mais ça fait partie des prochaines étapes. C'est-à-dire qu'au cours des prochaines semaines, là, vraiment, comme on vous l'a démontré, on suit de façon active les taux de couverture vaccinale là, dans la population générale. Ensuite de ça, il y a une réflexion justement qui va être amorcée avec les membres du 5 là, lors des prochaines rencontres, à savoir quelles sont les mesures de PCI qui pourraient peut-être être modulées pour nos usagers vaccinés 2 doses.
que ce soit nos mesures de dépistage, exemple, et d'isolement préventif. Tout ça, bien entendu, c'est à condition que les données épidémiologiques concernant la circulation des variants, ce qui circule actuellement là, dans l'ensemble des provinces, des régions de la province, c'est surtout le variant britannique. Mais si jamais on a des données épidémiologiques qui démontrent la circulation d'autres variants que le variant il ne faut plus parler du variant britannique, là, je m'excuse, le B1.1.7, mais si on a des évidences, c'est ça, épidémiologiques, qu'il y a d'autres variants qui circulent et que ces variants-là, on sait qu'on a des évidences scientifiques comme quoi que peut-être que les vaccins ont une efficacité moindre, bien, à ce moment-là, c'est bien entendu que toutes ces belles recommandations-là vont être ajustées en conséquence. Alors, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Dr. Mascotte, pour cette belle présentation. Juste avant de passer à la période de questions, on voulait juste vous parler de petits messages importants. Dans le fond, au niveau du formulaire d'évaluation puis crédit de formation, on va vous transmettre le lien sur le chat, mais également, vous allez recevoir un courriel concernant le formulaire d'évaluation. Puis également, on va avoir un prochain webinaire qui va être en septembre 2021. Donc, les informations supplémentaires vont être à venir durant l'été. Donc, juste surveiller vos courriels. Je vais maintenant passer la parole à Geneviève qui va regarder avec, en fait, les questions qui ont été posées qui vont être répondues par nos panélistes. Oui, bonjour. Alors, merci. Très actif sur les questions. On va essayer d'aller aux questions qui n'auraient pas été répondues jusqu'à maintenant là, et aussi qui sont vraiment en lien avec les sujets des présentations. Je vous inviterai, j'en profiterai si vous y pensez dans le formulaire d'évaluation, si vous êtes prêts à ce qu'on déborde de quelques minutes dans notre webinaire, qu'on se rende jusqu'à 15 minutes de plus, peut-être une heure et quart au lieu d'une heure, dites-nous-le, s'il vous plaît. Alors, question de Karine Boissonneau pour Dr. Brousseau. Est-ce qu'il y aura des études d'efficacité du vaccin chez les personnes âgées qui sont hébergées, considérant que c'est une population très touchée? Pour le Québec, c'est en cours. Là, on regarde ça pour les CHSLD et les RPA, là, mais on n'a pas de données. Ça va sortir le plus tôt possible. Là, à l'échelle internationale, quand même, l'efficacité dans ces milieux-là est comparable à celle des plus jeunes ou très proche. Là, quand même, c'est dans les mêmes eaux. J'irai avec une question pour Marie-Lou. Je vais essayer de partager les questions. Alors, question de Véronique Dumont. Pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce que les réactions locales diminuent avec l'âge? C'est une bonne question. En fait, ça avait été observé aussi dans les essais cliniques. C'est sûr qu'on sait que les plus jeunes répondent mieux au vaccin. Fait que c'est sûr que on pourrait penser que c'est pour ça qu'ils ont des réactions un peu plus importantes que les personnes plus âgées. Mais ça a été vu aussi dans les essais cliniques. C'est ce qu'on voit aussi là, dans les données au Québec, là. Question pour Dr. Mascotte de Fanny Bourgeois. Les résidents en CHSLD, en RPA, qui ont déjà eu la COVID depuis février l'année passée, est-ce qu'ils sont considérés adéquatement vaccinés après une dose dans nos calculs, là, dans nos tableaux? Oui, quelqu'un qui a fait, vous m'entendez bien? Oui. Quelqu'un qui a fait la COVID et qui reçoit une dose de vaccin, il est considéré adéquatement vacciné. Donc, nous, dans nos tableaux, il va être dans la catégorie protégée. C'était peut-être petit là, dans mes diapos, je m'excuse, là, mais dans la colonne de gauche, là, pour justement, quand on parlait des protégés, il y avait tous les différents cas de figure. Puis à ce moment-là, c'est ça. Quelqu'un qui a fait la COVID et qui reçoit une dose de vaccin, on le considère protégé. Je ne sais pas si Nicolas souhaite compléter. Je prends quand même la balle au bon, Dr. Brousseau, pour vous envoyer une question de Marie-Claude Letellier. Super présentation, Nicolas, merci. En lien avec l'efficacité vaccinale, est-ce qu'on a exclu les personnes ayant fait la maladie et avons-nous comparé la protection de la vaccination en comparaison avec le fait d'avoir fait la maladie?
Normalement, dans la majorité des études, oui, exclut les gens qui ont fait la maladie parce qu'il y a déjà une protection avec la maladie. Donc, c'est plus chez les chiffres sont plus chez les gens qui n'ont pas fait la maladie. Pour la comparaison, ben, autant la vaccination que la maladie donnent une très bonne protection. Je pense que les tableaux de l'Institut avec les définitions de qu'est-ce qu'un non protégé, partiellement protégé, protégé, donnent une bonne indication de ce que ça donne comme protection là, comparativement, mais je ne suis pas un expert du sujet. Il y a peut-être une question vraiment pertinente avec les travailleurs de la santé sur la COVID plus une dose. Peut-être juste mentionner que vraiment toutes les études suggèrent que tu fais la COVID et tu as une seule dose, tu es très bien protégé, puis c'est aussi bon que 2 doses chez les gens qui n'ont pas fait la COVID-19. Si jamais les évidences changeaient, on va s'ajuster, mais pour l'instant, on pourrait dire qu'une deuxième dose chez ces gens-là n'est pas dangereuse, mais n'est pas nécessaire. Puis oui, il y a l'enjeu qui est discuté parfois de est-ce qu'il va y avoir des passeports vaccinaux, puis ça causerait des problèmes aux gens qui veulent voyager. Là. On va suivre ça de près puis s'ajuster aux besoins. Mais au niveau scientifique, là, ces gens-là les données nous indiquent toujours qu'ils sont bien protégés. Je reviendrai avec Marie-Lou. Est-ce qu'on a une idée de ce qui pourrait faire en sorte que des vaccins avec une même technologie, Pfizer, Moderna, puissent avoir des MCI plus tôt, jour 1 ou plus tard, jour 7? Bien, en fait, on a eu aussi des réactions là, plus retardées avec le vaccin de Pfizer, mais c'était beaucoup plus fréquent avec le vaccin de Moderna. Je n'ai pas la réponse exacte. Là. On pense que c'est dans le fond des réactions qui sont médiées par les lymphocytes T. C'est des réactions locales retardées comme ça. Ça a déjà été observé dans le passé. Pour Moderna, c'était plus fréquent aussi dans les essais cliniques, mais c'est sûr qu'on en a aussi là, avec le vaccin Pfizer qui sont arrivés plus tardivement. Mais cette problématique-là était vraiment plus importante avec le vaccin de Moderna. Pour Dr Massicotte, question de Joanie Carrier. Maintenant, pour les travailleurs, on considère une immunisation de 6 mois post-COVID. Est-ce la même information pour les usagers? Bien, ça, il y a on suit les données de près là, avec la cellule immunisation, tout ça. Puis ça dépend justement si c'est vacciné une dose ou pas. Là. Fait que nous, on ne l'a pas précisé encore dans notre document. On verra s'il y a des modifications à apporter, bien, ça sera fait dans une prochaine mise à jour. Parfait, je m'excuse, je reviens. Vous êtes encore très actifs dans le chat et je vois qu'on a encore 370 quelques personnes. Je prendrai peut-être une autre question. D'Elisa Pucella, désolée, c'est le ton aujourd'hui de débaptiser nos gens. Chez les personnes ayant fait la maladie, est-ce qu'on a mesuré la protection chez ceux qui ont eu une dose de vaccin avant la maladie versus après la maladie? Probablement pour Dr Brousseau. Oui, ouais, pour ceux qui font la maladie après le vaccin, on propose par prudence de donner une deuxième dose, mais c'est plus devant l'absence de données. Je pense qu'une personne qui a eu le vaccin puis ensuite fait malheureusement la maladie va être très bien protégée, mais on a moins de données pour le prouver. Donc, c'est pour ça qu'il y a une deuxième dose. Mais quand c'est l'inverse, c'est-à-dire un vaccin donné après la maladie, là, il y a des dizaines d'études qui montrent bien que ça fait très bien le travail. Pour Dr Massicotte, lors d'éclosions en milieu de soins, devrions-nous dépister les travailleurs de la santé ayant reçu 2 doses de vaccin? Bien, on n'a pas la réponse, mais ça fait partie de nos discussions avec les membres du 5 là, lors des prochaines rencontres. Fait que réponse à venir dans les prochaines semaines. Je vois que les participants commencent à diminuer. On a écoulé notre temps. Je pense qu'on pourrait se saluer, terminer la rencontre ici. Alors, comme ma collègue Josiane vous l'a mentionné, on attend vos commentaires dans le formulaire d'évaluation pour nous aider à améliorer nos prochains webinaires. Merci beaucoup à tous.